Bonjour et bienvenue dans Bretonne, un podcast qui vous propose chaque semaine de découvrir une femme au parcours singulier et inspirant. De Rennes à Quimper, de Morlaix à Lorient, nous, 4 étudiantes rennaises, sommes allées à la rencontre de ces Bretonnes pour parler de ce qui les passionne, qu'elles soient sportives, femmes politiques, artistes ou encore entrepreneuses. La réalisation de ce podcast a été possible grâce à la participation d'Harmonie Mutuelle, que nous remercions chaleureusement. Aujourd'hui, c'est moi, Lise, qui vous propose de découvrir mon échange avec Elena Magnerou. Née en Espagne, Elena Magnerou est l'actuelle coprésidente de Femmes de Bretagne, un puissant réseau collaboratif destiné à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Spécialiste des ressources humaines, elle a remporté entre autres le prix Femmes de l'économie dans la partie Direction des ressources humaines et innovation sociale en 2016. Après 17 ans de carrière, elle a décidé de se lancer cette année et de créer M180, une entreprise à mission qui valorise les métiers à forte utilité sociale et en tension. Étant moi-même une très grande amatrice de podcasts sur l'entrepreneuriat, ce fut un honneur et un plaisir pour moi d'échanger avec Elena qui, vous le verrez, est une femme vraiment très inspirante. Nous avons parlé de sa carrière professionnelle, de l'entreprise qu'elle est en train de développer, de l'entrepreneuriat au féminin, du bien-être au travail et de plein d'autres sujets. La qualité de ce podcast est légèrement en dessous des autres car nous avons enregistré cet échange via Skype en raison de la période de confinement. J'espère que vous prendrez tout de même plaisir à écouter cet épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Normalement, nous aurions dû nous rencontrer à Rennes, mais au vu de la situation actuelle, nous enregistrons cet échange sur Skype. Nous aimons bien commencer nos interviews en demandant à nos invités ce que la ville dans laquelle nous enregistrons l'épisode représente pour elles. En préparant notre échange, j'ai écouté une de vos interviews radio et vous disiez que vous aviez fait le choix de faire une année d'Erasmus à Rennes. Et finalement, j'ai un peu le sentiment que vous n'avez jamais quitté la ville depuis. Est-ce que vous pourriez me dire ce que cette ville de Rennes représente pour vous ? Bien sûr, bonjour à tous. Donc, Elena Magnerou, je vous remercie de m'avoir sollicité pour cette interview. Je trouve votre démarche vraiment top pour la mise en avant de profils bretons ou de bretons d'adoption. Alors, Rennes représente pour moi énormément de choses puisque ça fait la moitié de ma vie que j'y habite. Effectivement, je suis arrivée comme Erasmus il y a 20 ans. Pour 9 mois et ça fait 20 ans. Alors, elle représente pour moi une ville à taille humaine où je me suis sentie très bien accueillie. J'aime beaucoup réseauter dans cette ville, c'est-à-dire faire des rencontres. Je trouve que les gens sont ouverts. Il y a pas mal de similitudes entre nos valeurs, les valeurs que je viens du Pays Basque, donc les valeurs du Pays Basque et les valeurs bretons. Et juste pour l'anecdote, j'ai juste fait un passage rapide à Montpellier, un autre passage rapide à Saint-Malo, et sinon je suis vraiment à Rennes depuis 20 ans. D'accord, et c'est vrai qu'aujourd'hui faire un Erasmus c'est quelque chose qui est assez courant chez les étudiants, mais c'était pas forcément le cas à votre époque si je puis me permettre. Qu'est-ce qui vous a motivé au final à faire cet Erasmus en fait ? Alors c'est vrai qu'à l'époque on était 2 par promo à pouvoir partir à l'étranger. Donc déjà le processus de recrutement a été bien différent à aujourd'hui où on pousse un peu les gens, enfin on a un peu formaliser le fait de partir à l'étranger. Moi, j'ai été surtout soutenue par ma famille et j'ai décidé de partir la dernière année. Et pourquoi à Rennes ? Parce que j'avais fait au lycée un échange avec un lycée de Concarneau et j'avais adoré. J'avais adoré la famille dans laquelle j'avais été reçue. Ils avaient été vraiment hyper accueillants. J'avais adoré les crêpes, j'avais adoré la côte, j'avais adoré la façon de vivre. Voilà, je sais pas, je me suis sentie bien tout de suite. J'étais partie aussi en Allemagne, en Italie, et pourtant je me suis super bien sentie ici. Donc quand j'ai pu choisir où aller en Erasmus, et pourtant je parlais pas français à l'époque, je me suis dit à Rennes. Et du coup, vous parliez pas du tout français avant de faire votre Erasmus. Comment est-ce que vous avez réussi à parler aussi bien français ? Alors j'ai fait 2 années en une d'école de français en accéléré pendant ma licence en Espagne. Donc à partir du moment où j'ai essayé de venir, je me suis formée à l'école des langues. Et puis par contre, je parlais comme un bouquin, c'est-à-dire que c'était pas du tout un français fluide. J'étais donc à la cité universitaire qu'avec des étrangers, donc mon niveau la première année était franchement médiocre. Mais en termes de... Enfin, les cours, ça a été.
parce que du coup, j'ai travaillé pas mal. Donc j'ai pu obtenir mon année Erasmus, mais je ne parle pas très fluide. Et puis après, je suis quelqu'un de très bavard, donc je n'ai pas eu d'autre choix que d'apprendre, que j'aime bien lire, j'aime bien échanger, donc voilà. Mais je sais que je garde un accent qui restera. Et à quel moment est-ce que vous avez su que vous resteriez vivre en Bretagne après cette année d'Erasmus? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là finalement? Alors, c'est jamais un choix qui est pour la vie. C'est-à-dire que c'est un concours des circonstances qui a fait que, à la fin de mon année Erasmus, j'ai eu un stage à Saint-Malo, chez Groupe Roulier, puis après un autre à Montpellier chez Dell, et puis j'ai eu des amis qui sont passés l'été à Montpellier, des Bretons, qui m'ont embarqué avec eux à nouveau à Rennes, où j'ai trouvé du travail tout de suite. En fait, voilà, j'avais 20 ans, 21 ans, c'était une période dans ma vie où je pouvais me permettre de voyager, et c'est ce que j'ai fait. Et par contre, c'est par la suite que la question se pose de façon assez cyclique, tous les 5 ans. De mes 20 ans à mes 35, ça s'est posé régulièrement. Est-ce que c'est pas les moments de rentrée? Ma famille me manque, la culture espagnole me manque. Mais bon, à chaque fois, il y avait soit j'avais un super travail, soit c'était pas les moments parce que la crise de 2007 n'a pas favorisé mon départ. Et puis finalement, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai fait ma vie ici, ma belle famille est ici dans les Morbihan. Je suis vraiment ancrée. Et aujourd'hui, pour le coup, je pense pas du tout rentrer en Espagne, en tout cas pas dans les années à venir. Et puis pour la suite, on verra. Donc vous disiez du coup vous aviez fait des brefs passages à Concarneau et à Saint-Malo. Enfin, quand je vous entends, j'ai l'impression que vous semblez nourrir un attachement quand même assez profond à la Bretagne. Il y a ses habitants aussi, du coup, vu que vous êtes quand même pas mal engagé au niveau du territoire. Est-ce que vous pensez que la Bretagne a un petit plus par rapport aux autres régions, et si oui, lequel? Alors, la Bretagne est remplie de Bretons. C'est-à-dire que la culture bretonne, en tout cas les valeurs qui sont dégagées en Bretagne, qui sont l'ouverture, l'accueil, l'aventure, je trouve qu'on peut oser en Bretagne, en tout cas on se sent assez à l'aise, et il y a pas mal d'associations aussi, je trouve qu'il y a un élan de solidarité et d'entraide qui est très fort. Je ne pourrais pas vous dire versus les autres régions parce que je n'ai pas habité ailleurs, mais en tout cas en Bretagne je sens cet élan-là. Oui, c'est vrai qu'avec l'association Femmes de Bretagne, j'ai pu côtoyer énormément de personnes engagées, et j'adore d'ailleurs cet élan interréseau. On ne reste pas que dans son... oui, avec ses équipes, on peut aller dans notre... Tout est très ouvert, et puis il y a quand même beaucoup d'innovation. Moi, je trouve que on se pose souvent, tout le temps des questions. On est aussi ancré par rapport à la terre. Moi, j'ai des amis qui sont paysans, et ces valeurs-là aussi, de rester ancrés dans un autre rythme, ça me plaît énormément. Et il y a une qualité de vie géniale à Rennes, quoi. On peut tout faire à Rennes, je fais tout à vélo. Au niveau culturel, on peut pas se plaindre. Il y a l'OSV, les TNV, puis les cinémas. Enfin, voilà, en tout cas, moi, je m'y plais beaucoup. Vous avez évoqué l'association Femmes de Bretagne, on va y revenir dans quelques instants, mais avant j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre parcours professionnel, du coup de la fin de vos études jusqu'à à peu près aujourd'hui. J'ai cru comprendre que vous étiez dirigé, après vos études, vers les ressources humaines. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette spécialisation? Et est-ce que vous pouvez aussi nous raconter un petit peu, du coup, faire un résumé de votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui? Donc j'ai fait, quand je suis arrivée à Rennes pour ma dernière année, c'était une maîtrise d'administration et direction d'entreprise. Donc je suis arrivée à Sciences Éco. J'ai fini cette année et j'ai commencé à travailler d'abord dans une banque et ensuite dans une société qui s'appelle Vitalitech. J'étais l'assistante du DAF, du directeur administratif et financier. Et c'est au sein de cette structure-là que j'ai découvert les ressources humaines, c'est-à-dire la formation qui justement manquait à mes collègues. Enfin voilà, je trouvais qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses pour les salariés qu'on en faisait sans dépenser forcément plus. C'est toujours une question de ce que ça coûte de l'argent, etc. Donc j'ai commencé à créer le service ressources humaines dans ces postes d'assistant de DAF.
Et 3 ans après, donc en 2005, 4 ans après, j'ai fait un master à l'IGR, un master 2, en management des ressources humaines, plus pour me former dans toute la partie juridique, qui est quand même très pointue et qui évolue très très vite, et pouvoir être armée et puis avoir une culture RH beaucoup plus professionnalisante. Et c'est cette master-là qui m'a donné aussi l'opportunité de rebondir et d'aller voir ailleurs, même si c'était pas non plus mon objectif premier quand j'ai fait ces master 2. Et du coup, j'ai passé très vite de cette équipe de 70 personnes, cette PME bretonne, à un grand groupe. Donc j'ai rejoint Canal+, où je suis restée 5 ans comme responsable des ressources humaines du centre de relations clients, où à l'époque, on était entre 350 et 400 collaborateurs. Il y avait 315 conseillers clientèle, des managers, et après des fonctions support. Et j'ai adoré cette expérience. On était vraiment en lien aussi avec les sièges. On était les seuls sites décentralisés. Et Canal+ m'a énormément apporté sur la créativité et l'ouverture d'esprit. Voilà, c'est la direction des ressources humaines de Canal m'a mis un point d'honneur à ce qu'on soit très ouvert d'esprit, à ce qu'on aille out of the box et qu'on propose des solutions différentes, en tout cas des solutions innovantes. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai rencontré des gens vraiment formidables là-bas. Alors suite à cette expérience, je voulais retrouver une équipe plus petite parce que Canal+, c'était 4000 salariés et j'avais besoin de peut-être, et puis un grand groupe, donc très structuré, etc. J'avais besoin peut-être de plus dans une équipe plus petite où nos actions sont plus agiles, même si ça allait quand même assez vite sur Canal. Et du coup, j'ai rejoint l'équipe des Jocelyn Denis, j'ai rejoint Digitaléo en 2012, qui était à l'époque une start-up. J'ai dit à l'époque parce qu'aujourd'hui, c'est déjà une entreprise, ça garde l'esprit start-up, mais c'est déjà une entreprise. Mais à l'époque, c'était une start-up d'une 25 salariés de mémoire. Donc, j'ai rejoint Digitaléo comme responsable RH. Et avec eux, on a pu mettre en place une culture de l'innovation managériale. On a grandi, on a passé de 20-30 à 50, puis 60, puis 70. On a ouvert l'Espagne. On avait des profils internationaux. C'était vraiment une très chouette expérience. Je suis restée presque 6 ans. Et puis j'ai eu envie, sinon j'ai un cycle de 5-6 ans, j'ai eu envie de me confronter à d'autres challenges. Et du coup, j'ai fait un petit saut dans la santé, à nouveau, parce que Vitalité qui était dans le secteur de la santé à la base. J'ai rejoint une équipe. Malheureusement, l'activité, au lieu de croître, elle n'était pas à bon point quand je suis arrivée. Ça n'a duré qu'1 an. Et j'ai découvert la fermeture de l'entreprise, toute la procédure de liquidation, qui est assez violente et assez dure. En tout cas, heureusement que ça faisait pas longtemps que j'étais à l'entreprise, parce que moi, je m'attache beaucoup aux gens. Et là, on était une quarantaine et ça a été quand même très dur. Mais j'ai beaucoup appris. C'était très riche comme expérience, surtout avec la casquette RH. J'ai été licenciée comme les autres suite à la liquidation judiciaire et je me suis retrouvée donc l'année dernière, en début d'année, en février, mars, sans emploi, sans savoir quoi faire, avec des propositions, mais surtout, ma flamme était un peu éteinte. Du coup, j'ai pris le temps pendant 2 mois de me ressourcer. Je fais un trek, c'était génial à Madère. Je fais des choses qui m'ont fait du bien à moi. C'était vraiment nécessaire aussi de passer un peu de temps pour moi. Et puis, c'est là que je me suis lancée dans la création des M180, qui a aujourd'hui 1 an. Et donc, M180, c'est quoi? C'est une méthode de 180 minutes. C'est une entreprise à mission. C'est un centre de formation qui vise à valoriser les métiers à forte utilité sociale et intention, dans le cadre d'une démarche des responsabilités sociétales des entreprises. Donc concrètement, on propose aujourd'hui, donc là, on se parle aujourd'hui, on est le 5 mai 2020, on propose 2 modules de formation, j'espère que dans les mois qui viennent, il y en aura d'autres, qui tend à améliorer les conditions de travail des salariés des secteurs de la propreté, de l'aide à domicile, de la santé, de l'agroalimentaire, des métiers qui sont peu valorisés aujourd'hui, mais qui
pourtant ont une forte utilité pour la société. Et du coup, les deux formations, c'est du réveil musculaire et des étirements personnalisés pour prendre soin de son corps, s'ancrer, voilà, vivre ses métiers durablement. Et puis la deuxième formation, elle est plus autour de produits naturels. C'est comment nettoyer efficacement avec des produits naturels et une bonne méthodologie. Et là, pareil, c'est parce que je suis partie d'un constat que les personnes qui font ces métiers-là n'étaient, pour la plupart, donc pour 95% d'entre eux, elles, on peut dire même, formées. Et c'est pas une question de volonté, les gens veulent se former, c'est que, voilà, les temps, les coûts qui sont tirés vers les bas. Bref, ce sont quand même des secteurs qui sont assez malmenés et qui souffrent d'un déficit d'image, des valorisations. Et donc, ils sont un peu dans un cercle vicieux. Donc, M180 a l'ample prétention de vouloir inverser la tendance à notre petite échelle pour qu'on change le regard sur ces métiers. D'accord, merci beaucoup pour ce résumé. J'aimerais un petit peu que maintenant qu'on aborde votre engagement chez Femmes de Bretagne. Donc, vous avez rejoint le réseau en 2018. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le fonctionnement de cette organisation et pourquoi est-ce que vous avez choisi de la rejoindre ? Alors, j'ai rejoint les réseaux en 2016 parce que j'ai rencontré Marie-Éloi lors d'une conférence au Salon des jeunes femmes et numériques. J'étais déjà quand même assez... Moi, j'adore le partage, donc j'ai toujours été pas mal dans les réseaux, à témoigner si possible, et puis à écouter, à avoir partagé. Et j'ai rencontré Marie lors d'une table ronde qui s'appelait Inspirer, et on s'est retrouvés côte à côte. Et du coup, à l'issue de cette table ronde, on a sympathisé, et du coup, elle m'a dit... Voilà, je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Et j'ai commencé dans l'association. Donc, l'association, c'est quoi ? Femmes de Bretagne, c'est une association en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est un réseau physique, des rencontres physiques et un réseau digital d'entraide pour pouvoir partager ses compétences, sortir de la solitude et oser entreprendre pour celles qui n'ont pas encore osé. Et pour celles qui sont en entreprise, pouvoir donner des coups de pouce par rapport à leurs compétences et leur expertise. Et pour celles qui ont entrepris, de pouvoir se sentir soutenues et aussi partager leur expérience avec les autres. C'est un réseau qui a aujourd'hui 1600 adhérentes partout en Bretagne. Donc j'ai ces régions en 2016 comme Breton Solidaire, c'est-à-dire j'ai donné des coups de main RH pour le coup à la structure Femmes de Bretagne, l'association mère. Et puis très vite, j'ai rejoint les conseils d'administration en 2017 comme secrétaire. Puis en 2018, Marie m'a demandé d'être coprésidente avec elle. Donc nous coprésidons depuis 2 ans l'association toutes les deux. Nous avons 2 salariés, un CDI à temps plein, et dans les conseils d'administration, nous sommes 7. 7 bénévoles, bien sûr. Tout ça, c'est fait bénévolement en dehors du temps de travail, comme on dit. Et qu'est-ce que cet engagement vous a apporté et vous apporte encore aujourd'hui dans votre vie professionnelle et personnelle ? Alors, ce qui est pas du tout palpable quand on n'est pas dans les réseaux, c'est l'énergie qu'on reçoit et l'énergie qui circule dans ces réseaux-là. Alors, par l'énergie, ça peut paraître abstrait, mais moi, je suis allée à pas mal d'ateliers, des rencontres, et en fait, on voit tout de suite la bienveillance, comment les femmes, elles rentrent avec un état d'esprit, elles ressortent avec un état d'esprit totalement différent à la fin de la rencontre, et c'est toujours hyper positif. Donc, on vient souvent avec pas mal de peurs, des freins, et on a un ressort hyper reboosté. Et non seulement on ressort reboosté, mais on ressort avec des astuces, avec des contacts, avec des démarches à faire, avec des amis. Enfin voilà, donc tout ça qui n'est pas quantifiable comme ça a priori, et ben, c'est une énergie hyper positive. Alors on a essayé quand même de quantifier aussi quel était l'impact business de Femmes de Bretagne, et on a fait une étude qui date déjà de 2018, voire fin 2017, qui disait que un emploi sur 500 en Bretagne était soutenu par les réseaux. Et on était un réseau beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 84 bénévoles qui anime plus de 41 villes, c'est-à-dire que dans 41 villes, dans tous les territoires bretons,
qu'on soit dans les Centres-Bretagne, dans les Finistères, peu importe, même la Loire-Atlantique, nous savons des villages et des villes qui animent donc des ateliers de rencontre. Donc l'idée, c'est avoir partout de la proximité, on puisse avoir des conseils, des échanges. Voilà. Donc vous nous avez un peu parlé de votre parcours professionnel, dans lequel vous avez été salarié dans différentes entreprises. Et pourtant, c'est que cette année ou l'année dernière, il me semble que vous avez annoncé la création de votre entreprise. Pourquoi est-ce que vous avez attendu autant de temps avant de vous lancer ? Est-ce que finalement, cette envie d'entreprendre, elle a toujours été un petit peu au fond de vous ? Et est-ce que justement votre engagement chez Femmes de Bretagne vous a aidé justement à un peu développer votre envie d'entreprendre ? Je pense que j'ai toujours eu une fibre entrepreneur. En tout cas, dans ma famille, c'est le cas. Mais je ne les porte pas c'est-à-dire que je ne savais pas, je m'étais pas fixée un âge ou autre pour entreprendre. Et puis, comme j'ai toujours eu besoin d'une équipe, c'est-à-dire qu'en tant que responsable RH, en tant qu'RH, on est là pour les autres. Donc, c'est lancer dans une aventure entrepreneuriale. Ça peut parfois dire être tout seul, un auto-entrepreneur. Je me disais, c'est pas pour moi ça. En revanche, entreprendre, c'est-à-dire proposer une offre de valeur qui n'existe pas, c'est sûr que c'est hyper intéressant. Après, en fait, ça s'est fait naturellement. Et c'est pourquoi à 40 ans parce que la vie a fait ainsi. C'est-à-dire qu'à 40 ans, pour le coup, j'avais assez d'expériences cumulées dans mes différents postes, dans les différents environnements. J'ai un réseau aujourd'hui aussi qui me permet d'être soutenue et de pouvoir les consulter. Ces réseaux-là, j'aurais pas pu l'avoir à 20 ans. Donc, je pense que les planètes s'alignent. Et puis après, l'idée, elle vient des tripes. Hein. En tout cas, dans mon cas, c'est pas une idée qui m'est venue en me disant je vais faire du business. Absolument pas. J'ai vécu une situation chez moi qui m'a paru injuste. Et cette situation injuste, elle n'est pas partie. C'est-à-dire, elle m'a pris aux tripes et elle est restée 2 ans. Donc la situation que j'ai vécue, c'est le prestataire de service qui travaillait chez moi pour faire le ménage, la prestation de ménage. Je les voyais en difficulté, il y avait du personnel qui passait, qui tournait, et j'avais jamais la même personne, très rarement. Et quand la même personne était là, le ménage n'était pas toujours fait de la même manière. J'ai dit, c'est quand même dommage. Et du coup, j'ai décidé de parler avec ces femmes, en l'occurrence, qui venaient chez moi pour voir, essayer de comprendre pourquoi. Et de cette situation que j'ai vécue comme injuste, j'ai essayé de comprendre. Et c'est là qu'en les écoutant, je me suis dit, mais en fait, on peut les aider, on peut faire des choses pour que ça soit au mieux pour tous. Et donc, je pense que je suis dès loin, il y a tellement de gens qui ont dû se dire la même chose, mais tellement que c'est pas du tout novateur. En revanche, de se dire que ça, c'est l'idée, comment je la mets en action et par quoi elle se concrétise, ça a été une question de timing. Et l'année dernière, j'étais sans emploi, j'aurais pu rester dans une entreprise en tant qu'RH. Je me suis dit, non, c'est maintenant que je vais essayer de trouver une solution à cette situation. Et si je peux faire quelque chose, tant mieux. Et si je peux pas, tant pis, je ferai autre chose après. C'est vrai que moi, personnellement, je suis pas mal intéressée par l'entrepreneuriat. Et est-ce que vous auriez des conseils pour moi, mais aussi pour les femmes et les hommes qui nous écoutent et qui sont peut-être aussi animés par cet esprit entrepreneurial et qui envisagent peut-être un jour de créer leur entreprise? Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner? Déjà, ayez confiance en vous. Le moment arrivera. Si ça doit arriver, ça va arriver. Profitez de chaque expérience professionnelle, de chaque expérience perso pour vous former, apprendre un maximum. Et puis, moi, je trouve que dans la vie, il faut être généreux. C'est-à-dire que apprendre, c'est bien, donner aussi, et la vie vous le rendra. Et quand on est entrepreneur, on se sent parfois très très seul. Et l'effet d'avoir un réseau, d'avoir des gens autour de soi, ça donne un courage, une énergie très importante. Donc voilà, mes conseils, c'est apprenez tout ce que vous pouvez pour le redonner, ou en tout cas pour transmettre après. Et votre projet, s'il doit voir les jours, il verra les jours. Et attention, c'est souvent une question de timing. On peut avoir des très très bonnes idées, mais il faut être dans les bons timings aussi.
J'ai le sentiment qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui hésitent à se lancer dans des carrières dans des grandes entreprises notamment, ou à créer leur propre entreprise, de peur de ne pas pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle. J'ai quand même le sentiment, en tout cas, vous allez me dire, que les choses commencent petit à petit à changer grâce à des mouvements sur les réseaux sociaux, mais aussi à des initiatives comme Femmes de Bretagne ou à des différents podcasts. Je pense notamment à Génération XX. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez vu un changement depuis votre lancement dans la vie professionnelle? Et est-ce que vous pensez que les femmes qui sont issues des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail entreprennent plus ou alors vont entreprendre plus dans les prochaines années que leurs prédécesseurs? En tout cas, je l'espère sincèrement. En 30 ans, le volume de femmes entrepreneurs a très peu évolué. Et quand on a des femmes entrepreneurs, elles restent dans des TPE inférieures à 10 salariés. C'est rare de voir des femmes entrepreneurs, il y en a, mais pas très très nombreuses, à la tête des grandes entreprises. Et c'est pareil pour les postes des hauts dirigeants dans les grands groupes. Donc il y a toujours un plafond de verre. Alors ces plafonds de verre, est-ce qu'on s'est mis nous-mêmes des freins? Est-ce que c'est la société? J'ai envie de dire les deux, c'est sûr. Donc Femmes de Bretagne et tous les autres podcasts et tout cet élan-là nous permet d'élever ces freins, de nous dire que c'est possible, et puis des astuces pour oser. Et après, je pense qu'il y a une question aussi essentielle, c'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite pour soi? C'est quoi la réussite pour chacun? Et c'est ce type de questions qui peuvent nous permettre de lever des freins. Beaucoup de personnes, ou en tout cas, dans les années précédentes, réussir, c'était évoluer dans un grand groupe, être cadre. Alors, ce statut cadre, il est que français, hein, sachez-le, ça n'existe pas ailleurs. Ça m'a toujours fait beaucoup sourire. Bref, donc les gens qui visent être cadre, et à évoluer dans des grands groupes, c'était associé à de la réussite professionnelle. Aujourd'hui, on se rend compte que ça ne répond pas forcément à tous les besoins. Et donc, c'est une question de c'est quoi la réussite pour moi? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est avoir une vie familiale? Est-ce que c'est travailler dans quelque chose qui a du sens? Si on arrive à répondre à ces questions-là, on sera mieux dans notre chemin. Et je pense que quand on est aligné avec soi-même, c'est-à-dire quand on peut se regarder dans la glace en disant là, je suis bien, quoi. Je suis bien chez moi-même. Mine de rien, on est peut-être à sa place et c'est là où qu'on rayonne le plus d'ailleurs. Donc j'espère, oui, que demain, il y aura beaucoup plus de femmes entrepreneurs, beaucoup plus, qu'on arrive aux 50%, voire plus, parce que la société en a besoin et c'est un équilibre qu'on doit chercher. J'aimerais bien revenir un petit peu sur ce que vous avez dit par rapport aux grands groupes. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez eu une expérience de 5 ans chez Canal+, qui est quand même, comme vous l'avez dit, une très grosse entreprise. Depuis 2016, il me semble, il existe une loi qui impose au conseil d'administration des entreprises cotées, comme Canal+, de compter au moins 40% de femmes dans leur rang. Est-ce que vous êtes pour ce type d'initiative, d'imposer des quotas, par exemple, ou pas? Alors, il y a eu beaucoup de lois qui sont en faveur de l'égalité professionnelle. Alors, la loi Copé-Zimmermann, dont vous faites référence, elle impose 40% de femmes ou d'hommes dans un conseil d'administration. C'est-à-dire qu'au moins 40% d'un sexe doit être représenté. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la diversité, on croit tous que c'est la diversité qui fait la richesse. Est-ce qu'on a besoin de passer par les quotas et par les lois? Au fond de moi, j'ai envie de dire, j'aimerais que non. Mais la réalité fait que même avec ces lois-là, le chemin est long. Donc, s'il faut passer par là, allons-y. Et toujours dans cette même veine, on va dire, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que plusieurs entreprises avaient déjà commencé à prendre des mesures pour lutter notamment contre les comportements sexistes ou pour favoriser l'ascension des femmes dans les grandes entreprises. Par exemple, Danone a créé il y a plusieurs années le programme EVE qui, d'après leur site, a pour objectif de casser le plafond de verre. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative et plus généralement, qu'est-ce qui est fait ou peut être fait par les entreprises pour lutter contre les comportements sexistes ou alors pour favoriser l'ascension des femmes dans les groupes ou dans les entreprises de manière générale? Alors, je suis totalement pour ce type de démarche et je pense que c'est au niveau de l'éducation et au niveau de nos jeunes enfants qu'il faut que l'égalité soit intégrée dès le plus jeune âge. Et l'égalité passe par, bien sûr, comment on s'habille.
Il y a tellement de stéréotypes, tellement. J'ai regardé une vidéo l'autre jour sur comment on gère l'argent. Et c'est hallucinant, mais on ne les gère pas pareil. Parce que depuis le tout jeune âge, on ne nous a pas appris à les gérer de la même manière. Donc si, dès l'école, et les parents, on a un rôle très très important, nos parents, si on était dans des éducations beaucoup plus égalitaires, moins sexistes, ce qui est le cas dans certains pays, dans lesquels le rose est totalement banni. Et pas plus loin qu'en Allemagne, c'est les jouets, tout ça, c'est beaucoup moins genré. Je pense que tout ira mieux. Alors, il y a des initiatives en France qui vont dans ce sens-là. Donc, moi, je suis confiante. En tout cas, quand je vous entends, je me dis, voilà, la nouvelle génération qui a envie d'entreprendre, c'est une jeune femme, elle fait Sciences Po, elle sera bien armée pour entreprendre. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Il y a des initiatives aussi d'entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui font des jouets non genrés, qui poussent aussi la mixité dans leurs équipes, qui leur paraît normale. Et tant mieux. Ce sont ces initiatives-là et tous ensemble qu'on arrivera à casser les stéréotypes qui font que la société aujourd'hui soit moins favorable à l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, la question du bien-être au travail est de plus en plus prise en compte par les entreprises. Et j'ai le sentiment que c'est quand même un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, puisqu'il me semble que vous avez été plusieurs fois récompensé à ce sujet. Pour vous, qu'est-ce que cette notion de bien-être au travail signifie ? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de choses que vous avez mises en place pour les salariés dans vos différentes entreprises et que vous conseillez aussi maintenant dans le cadre de l'entreprise que vous avez créée du coup ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant qui ont donné beaucoup d'initiatives. En fait, qu'est-ce que j'ai à dire sur le bien-être au travail ? C'est que c'est juste une évidence qu'il faut se sentir bien au travail et que les entreprises doivent prendre ça très au sérieux. Après, à l'époque où on a commencé à se pencher sur la question, c'est-à-dire en 2010, donc il y a une dizaine d'années, c'est parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrivait aussi, qui ne rentrait pas dans les cases. C'est-à-dire qu'ils commencent à dire non, mais moi, vos conditions de travail ne me conviennent pas. Et je me rappelle qu'on s'est posé beaucoup de questions, c'était la fameuse génération Y. J'aime pas mettre les gens dans les cases et encore moins les générations. Me l'appeler comme ça, la génération Y. Bon. Ou en tout cas, c'est grâce à cette arrivée des gens qui ont voulu changer un peu les habitudes qu'on a dû forcément s'ouvrir et se dire ok, comment on fait pour travailler ensemble, comment on fait pour que tout le monde se sente bien, pas que les bien-être au travail, c'est comment ensemble on se sent bien et on se sent bien pour faire son travail correctement et puis pour se sentir épanoui, on passe quand même pas mal de temps au travail. Donc, on a mis beaucoup de choses en place, par exemple chez Digitaléo, pour que les gens puissent gérer leur temps de façon plus souple. Sans forcément arriver tous à la même heure, partir tous à la même heure. On avait bien sûr des séances de sport. Donc, il y a plein de raisons plein de façons de faire en sorte que les gens se sentent bien. Et surtout, on a essayé de les écouter pour voir comment ils souhaitaient évoluer. Aussi, l'évolution des compétences. Et on a mis en place pas mal de formations en interne au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que si quelqu'un s'est formé à un sujet, il pouvait réformer ses collègues. Et donc, on montait en compétence les gens comme ça aussi, en leur donnant des responsabilités qui à la base n'étaient pas forcément dans leurs attributions. Et les gens pouvaient être force de proposition, et autant sur les business que sur leur périmètre d'activité. Pour continuer dans le thème un peu des ressources humaines, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu vos conseils, puisque nous sommes toutes les 4 étudiantes, et je pense aussi qu'on a pas mal de nos auditeurs qui sont étudiants également. Nous sommes souvent à la recherche d'un stage, d'une alternance, ou même d'un premier emploi d'ici quelques mois. Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner, des choses qui sont rédhibitoires dans une candidature selon vous, en tant que spécialiste des RH, est-ce que vous pourriez nous donner vos petits conseils ? Alors, le premier, en tant que personne, ne vous mettez pas trop de pression. Le premier stage, c'est pas celui qui va définir toute votre vie, C'est-à-dire que la vie, elle est faite des hauts et des bas, et
la roue tourne, comme on dit. Enfin, voilà. Donc déjà, je sais que c'est très compliqué pour certains de trouver un stage, rien que ça. Donc essayez du moins, déjà, trouvez-en un et essayez d'en faire du mieux que vous pouvez pour apprendre, quoi. Je trouve que le mot clé, c'est apprendre. Si vous trouvez que vous n'apprenez pas assez, c'est-à-dire que vous donnez tout ce que vous pouvez, mais que c'est pas réciproque, vous poserez les bonnes questions. Après, concernant les secteurs d'activité ou le sens que ces stages donnent à votre personne, je pense que ce sont des bonnes questions aussi à se poser. Et on ne connaît pas tout en avance. C'est-à-dire que les stages, c'est à ça aussi. On découvre dans les stages. On peut avoir des a priori, on peut se dire non, les grands groupes, c'est hors des questions, ou non, moi, les petites boîtes. Et en fait, on peut se tromper, puisque les entreprises sont constituées des personnes. Et donc, ça dépend. Qui va être notre collègue, notre manager, notre tuteur des stages. Cette personne-là peut tout faire changer, malgré la structure. Ne vous mettez pas trop de pression, essayez de faire de votre mieux, essayez d'apprendre, soyez ouverts d'esprit et en tirez les conclusions pour la suite. Donc merci beaucoup pour vos conseils. Et est-ce que vous pourriez aussi conseiller à nos auditeurs un livre, un film, un podcast ou quelque chose en tout cas qui vous a marqué, que vous avez lu, vu, écouté et que vous aimeriez partager avec nous? Oui, alors moi je lis pas mal des livres de développement personnel. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais il y en a un qui est un petit condensé de pas mal de concepts. Ça s'appelle Kilomètre Zéro des Modankawa. Sinon, le basique, c'est les 4 accords Toltec. C'est vraiment la base de la base. Après, sur l'entrepreneuriat, il y en a plein aussi. Mais bon, ça dépend des sources d'inspiration des uns et des autres, sur la responsabilité sociétale de l'entreprise aussi. En termes de podcasts, moi j'écoute pas mal des podcasts d'entrepreneurs, comme celui de Pauline Legnaud. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais et j'adore. Parfait. J'écoute aussi BAM, du business à la mission, qui est un nouveau podcast qui est rené et qui sort autour de la RSE. Donc c'est très intéressant aussi. Et puis voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire sur les autres podcasts? Oui, les TED, bien sûr. C'est un basique, mais tellement d'actualité à chaque fois. Voilà. Rien qu'avec les TEDx, je pense qu'on est armé. J'écoute 2 fois la poudre, les déviations. Donc c'est le gratin dont je vous parlais, Pauline. Et puis voilà, les podcasts que j'écoute en ces moments. Donc, avant de se quitter, je voudrais vous poser la question qu'on pose à toutes nos invités, qui est un petit peu la question rituelle de notre podcast. Quel lieu conseilleriez-vous à quelqu'un qui pose pour la première fois le pied en Bretagne? Un seul. C'est difficile. Alors, les incontournables pour moi, en tout cas ce que je conseille quand les étrangers viennent en Bretagne, c'est bien sûr Rennes, Saint-Malo, Fougères. Ces 3-là. Après, si on a le temps, on va aller voir Carnac, Quimper, Concarneau, Vitré aussi. J'aime beaucoup la petite ville de Vitré, magnifique. Merci beaucoup, Elena, pour toutes vos réponses. Merci pour cet échange qui a été très enrichissant. Voilà, on vous souhaite bonne continuation et à bientôt peut-être pour une prochaine interview ou pour autre chose. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous, les filles. Merci beaucoup. C'était un plaisir de pouvoir clôturer cette série avec Elena Magnéroux en tant que dernière invitée. J'espère que vous avez trouvé cet échange aussi enrichissant qu'il l'a été pour moi au moment de l'enregistrement. Si vous souhaitez en savoir plus sur Elena, nous vous mettons en description du podcast son compte LinkedIn ainsi que le site internet de M180, l'entreprise qu'elle a créée tout récemment. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou partager autour de vous. C'était le dernier épisode du podcast Bretonne. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à rencontrer ces femmes inspirantes. Vous pouvez toujours retrouver nos épisodes sur les différentes plateformes et nous suivre sur les réseaux sociaux sur les comptes de Bretonne Podcast. Nous vous remercions encore chaleureusement et à bientôt peut-être.